Je suis heureux de recevoir ici, sur le plateau de FHP Direct à Sontexpo, ce mercredi 18 mai, le professeur Jean-Yves Blain. Bonjour, vous êtes le président d'Unicancer et vous êtes le directeur général du centre de lutte contre le cancer de Lyon. Bonjour. Et je reçois un jeune médecin, Gaëtan Casanova. Vous êtes le président de l'ISNI, c'est-à-dire le syndicat, l'organisation représentative des internes en médecine. Nous avons voulu vous recevoir en nous posant la question quels sont les défis collectifs de l'attractivité médicale. C'est un sujet véritablement, nous semble-t-il, tout à fait central quand on se promène ou qu'on va dans les conférences dans ce salon. On parle beaucoup de ces questions-là, de l'intérêt des jeunes médecins pour l'activité, leur activité, pour leur métier. D'autant que on ne s'imaginait pas, des gens de ma génération ne s'imaginaient pas que être médecin ou être soignant pouvait ne pas être véritablement très attirant. Alors on se rend compte en réalité que les choses ne sont peut-être pas si simples. C'est peut-être Gaëtan qui va commencer et qui va nous dire quelles sont aujourd'hui, quelle est la situation selon vous les jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent? Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours attractif. La question qu'il faut se poser, c'est à quel moment ça l'est et à quel moment ça ne l'est plus. Pourquoi elle est centrale, cette question? C'est parce que si on regarde, un indicateur qui est intéressant, c'est les choix d'orientation après le bac. Et bien, qu'est-ce qu'on voit après le bac? C'est que, jusqu'à preuve du contraire, le premier domaine d'études choisi, c'est les études infirmières, et le second, c'est les études médicales. Donc ça veut dire que c'est attractif à la base. Pour autant, ici à Sontexpo et ailleurs dans les congrès, on dit qu'il y a un enjeu et un problème d'attractivité. Ce qui veut dire qu'au début on a envie, puis on déchante, c'est la désillusion, puis il faut arriver à maintenir les personnes. Donc cet enjeu-là, on essaie de s'en saisir assez peu. Ça répond à des problématiques structurelles. Aujourd'hui, un jeune médecin, en réalité, pour parler des médecins, et un jeune professionnel de santé, c'est comme n'importe quel autre citoyen. C'est-à-dire que c'est quoi les éléments d'attractivité? C'est trouver sa place, vraiment au vrai sens du terme, même pas physiquement. C'est arriver à s'épanouir, arriver à développer des projets, en tout cas une activité qui soit pas une activité industrielle et uniformisée, mais où il y a une partie de cette capacité de donner de soi réellement, de marquer sa patte, aussi modestement soit-elle, mais d'imprégner un peu son environnement, de s'approprier son environnement, en gros de ne pas avoir l'impression d'être un rouage. Et cet élément-là, c'est un élément structurel, parce que la manière dont les gens travaillent et dont ils interagissent entre eux, c'est des problématiques de gouvernance, c'est des problématiques structurelles. Donc pour moi, le premier élément, le premier levier, c'est une question de savoir qu'est-ce qu'on fait là, comment on travaille ensemble et en gros, quel est mon rôle vraiment profondément. Et que lorsqu'on arrive à être investi toutes ces questions-là, en général, on est attiré et on reste. Et lorsqu'on a l'impression d'être un anonyme ou un numéro parmi tant d'autres, eh bien en général, on part. Indépendamment des questions de salaire et de revenus, qui sont une question, mais qui n'est pas la première question. Est-ce qu'on se posait ces questions avant, dans la période où on était jeune et on avait envie de faire médecine? Est-ce qu'on se posait des questions aussi compliquées que celles que nous pose Gaëtan Casanova? Ce que dit Gaëtan est absolument exact. On est dans une situation où les métiers du soin n'ont jamais été autant attractifs. Je ne compte pas les demandes de stage avant le baccalauréat d'étudiants qui veulent voir ce que c'est qu'un hôpital et qui veulent s'associer aux chirurgiens, aux médecins pour consulter. Et l'entrée dans le système est en soi déjà une question. Et la question qu'il y a derrière ça, c'est en fait deux questions qui se percutent, je pense. Pour l'attractivité, il faut avoir la qualité de vie, le sens du travail. Et le sens du travail, on en dispose, mais également la possibilité de le faire dans des conditions qui leur paraissent acceptables. Alors actuellement, on a deux enjeux, je pense. Un enjeu de ressources humaines, on n'a pas assez de praticiens, on n'a pas assez de soignants, on le sait à travers des problèmes de démographie médicale. Et d'autre part, une complexité dans le quotidien qui fait que certains peuvent être découragés par leur parcours et considérer que leur parcours obtenu à de haute lutte ne répond pas aux attentes qu'ils avaient au départ. Donc il faut répondre aux deux. On va essayer de décortiquer ça, c'est important. Mais sur le sens, est-ce que ça, quand même, vous reconnaissez l'un et l'autre que le sens est toujours là? Ou alors on est un peu poussé par les familles, parce que les familles aiment bien
savoir que leur enfant sera médecin, il y a la sécurité, puis c'est un beau métier, enfin, reconnaissance. Le sens, il est là, mais il ne demande qu'à être perdu. Gaëtan le disait très bien, si on a un métier... Où le problème alors? Il se passe à un moment où le volume d'activité fait qu'on est une activité automatique, où la nature des activités, trop administratives, pas assez dans le soin, ne répond pas aux attentes qui ont été celles du jeune médecin au départ. Alors, je vais donner la parole à Gaëtan, mais ça s'est dégradé, ça, entre il y a 20 ans et maintenant, ou 30 ans? Ça s'est dégradé. Je ne sais pas si ça s'est dégradé. Ce qui est certain, c'est que nous sommes moins nombreux pour faire le même volume de tâches, voire un volume de tâches plus important. Donc, par définition, cette charge de travail entraîne une certaine dégradation. Et puis également, sur le plan sociologique, indiscutablement, des attentes des jeunes générations qui sont différentes des générations plus anciennes, sur lesquelles il faut écouter un équilibre professionnel, un engagement dans la recherche qui ne doit pas être contrebalancé par un excès de travail. Bref, un certain nombre de choses qui doivent être travaillées. Alors, je vais donner la parole à Gaëtan en lui demandant, parce que je sais qu'il est un spécialiste de ces questions de formation, les pouvoirs publics ont quand même fait un certain nombre d'efforts, notamment la disparition du numerus clausus. Bon, alors... En fait, il y a deux chiffres qui me semblent importants pour les infirmiers et pour les médecins. Aujourd'hui, il y a 18% d'abandon entre la deuxième année de médecine et la fin de l'internat. Entre la deuxième année de médecine et la fin de l'internat. C'est-à-dire c'est des gens qui se sont coltinés le concours de première année et qui l'ont eu. Un élément extrêmement important. Et dans les études infirmières, j'espère que je ne me ferai pas taper, mais c'est, je crois, avant la fin des 3 ans de formation, environ 25% d'arrêt. Donc c'est extrêmement important. Ça veut dire que, premier élément d'attractivité, on l'a dit, il y a une fois qu'on est en poste, mais même pendant la formation. Et alors pourquoi? C'est parce que la formation, c'est des formations pratiques, des formations de compagnonnage, quels que soient les métiers de soignants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en amphithéâtre. Et donc, la formation est dépendante des conditions de travail et de l'organisation de tous les autres qui travaillent autour. Est-ce que c'est clair, Pascal? À peu près. Bon, en gros, pour dire les choses plus simplement, puisqu'on est formé auprès de personnes qui sont en plein exercice professionnel, s'ils ont un exercice professionnel insatisfaisant, qui n'a pas de sens et qui est compliqué, eh bien l'image qu'on va avoir de la profession, c'est une profession insatisfaisante, compliquée et qui nous donne envie de partir. C'est aussi bête que ça. Donc les deux sont interconnectés et lorsqu'on est jeune, voire très jeune, et qu'on n'a pas fini ses études, on se dit il a encore temps de partir. Et il y en a qui le font. Je comprends, mais ça m'inquiète. C'est pour ça que je faisais une grimace. 4 points, il faut être très simple. Oui. On n'est pas assez. La nature de ce que l'on fait est trop importante en volume et parfois perd le sens. Le volume horaire est trop important et les salaires sont en deçà de ce qui est attendu par la jeune génération et même par les anciennes générations. Le volume horaire, vous êtes directeur général d'un établissement, il est cadré, il est calé. Pourquoi il est trop important? Il est cadré, il est calé. Le métier médical, lorsque nous ne sommes pas assez, le patient se présente à la consultation, il faut le voir. On ne va pas lui dire, cher monsieur, vous allez revenir demain. Et encore plus lorsqu'il y a une dizaine de patients devant. C'est cette pression-là qui est une pression qui est générée par le manque de ressources humaines, le défaut du nombre de soignants et de médecins. Cette pression-là, elle n'est pas gérable autrement que par augmenter le volume. Et ça sera un élément d'attractivité qui, à mon avis, sera assez majeur. Il y a un élément aussi qui est très important, je crois, dans la prise en charge du patient ou de la patiente, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'on a une structuration du système de santé qui est très industrielle dans beaucoup de ses aspects. C'est-à-dire qu'on découpe le patient en organes, on le met sur un tapis roulant. Alors ça dépend des centres, parce que je pense que justement dans le domaine de la lutte contre le cancer, il n'y a pas cet esprit-là, mais en général, ou peut-être beaucoup moins. Mais en tout cas, dans la plupart de la prise en charge hospitalière, il y a ce côté très industriel qui fonctionne sur le plan purement organique. Mais comme dans beaucoup de professions, on se rend compte de quoi? C'est qu'un des éléments de satisfaction dans la vie, c'est de réaliser une tâche, éventuellement de me dire je me suis planté, et ça c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux. Bon, en médecine ça peut être dangereux, mais en tout cas, s'il n'y a pas de conséquences graves, on se dit je vais m'améliorer. Mais il n'y a rien de pire dans la vie que travailler, réaliser une tâche, ne pas savoir ce qu'elle devient, et là en l'occurrence ce que devient le patient, la patiente. Et quand vous êtes dans une situation où votre temps de consultation est de 15 minutes, vous avez à peine le temps de dire bonjour à la personne, de l'examiner très sommairement, vraiment très sommairement, presque médico-légalement,
parce qu'on sait qu'il faut le faire, mais on n'a plus le temps de le faire, et que vous hachez la prise en charge de cette personne-là, eh bien à la fin, quelle satisfaction vous en avez? Vous dites, est-ce que vraiment son état s'est amélioré? Est-ce que la prise en charge que j'ai eue est la bonne? Alors il y a des spécialités qui échappent à ça, la médecine générale, je pense que la prise en charge cancérologique échappe à ça, il y a des traditions en soins palliatifs qui échappent totalement à ça aussi, mais parce que parce que c'est des formations assez récentes dans pas dans la prise en charge, mais en tout cas dans l'esprit qu'elles peuvent avoir, il y a une nécessité inhérente à ces exercices qui fait qu'on arrive à y échapper. Mais l'ensemble, globalement, du système de prise en charge des patients, il est hyper haché. Ce hachage-là, il entraîne la perte de sens. En tout cas, il la favorise. Alors, je vais demander son avis à Jean-Yves Blais. Deux questions. En tant que prof de médecine, est-ce que on paye l'hyperspécialisation, si on suit ce que dit Gaëtan? Mais deuxièmement, est-ce que la cancérologie a peut-être une place un petit peu particulière? Et en tant que directeur, patron d'un établissement, est-ce que c'est qui est responsable? Enfin, responsable, pas nécessairement coupable, mais responsable. Est-ce que c'est le directeur? Est-ce que c'est le chef de service? Est-ce que c'est l'absence d'une DRH de bon niveau, etc. Dites-nous. Est-ce que l'hyperspécialisation est la cause du problème? Non. Je crois que de toute façon, dans la profession médicale, nous allons toujours devoir avoir des praticiens qui sont capables de gérer une grande diversité de situations et d'autres qui vont avoir une activité plus pointue. C'est la différence entre une activité de routine, une activité de recherche. D'ailleurs, au fil de sa carrière, on va amener une activité de plus en plus pointue. C'est ainsi. Ça, je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas y renoncer. De toute façon, c'est la tendance naturelle. Elle pose problème, je reviens là-dessus, si on n'est pas assez. Maintenant, qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Alors c'est vrai que les centres de lutte contre le cancer ont une situation un peu particulière. Il y a une direction qui est médicale, un duo médical-administratif qui est important dans ce domaine. Mais je crois que c'est l'ensemble du système qu'il faut probablement repenser. On l'a dit dans plusieurs échanges, réenchanter le système. C'est quand même extraordinaire que ce sont les plus beaux métiers du monde. Le sens que l'on a à traiter le patient, on le voit avec le suivi du patient, comme le rappelait Gaëtan. Ça ne peut pas échapper à la vision de chacun, ça. Et donc, il nous faut réellement réenchanter le système. Je vais redire, il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut que les conditions d'exercice soient plus simples et qu'on limite, qu'on travaille essentiellement sur le soin. L'innovation est un enjeu également qui est important. Il faut qu'on puisse avoir des horaires qui sont adaptés à la sociologie de nos jeunes praticiens et que probablement les salaires évoluent. Alors, sur ce que dit Jean-Yves Blais est intéressant sur l'innovation, c'est-à-dire la recherche. Est-ce que ça peut être effectivement un facteur d'attractivité? Maintenant, tout le monde ne veut pas être PUPH, ne veut pas faire de la recherche. Il y a aussi il y en a même plus qui veulent, c'est ça? Je vous vois sourire. Non, si on trouve des candidats PUPH, mais on en trouve moins qu'avant. D'accord. Mais enfin, bon, tout le monde ne veut pas... Enfin, il y a une diversité. Mais est-ce que c'est quand même un facteur... c'est un facteur positif? C'est peut-être un peu ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise, non? C'est absolument évident. C'est-à-dire que ce qui est un élément d'attractivité, ce que je disais en propos introductif, c'est d'arriver à être accompagné dans la réalisation d'aspirations professionnelles et personnelles. Les deux s'entrecroisent. Et il y a tout un tas de jeunes médecins, là, pour parler encore des médecins, qui ont vocation et qui ont envie de faire de la recherche. Aujourd'hui, il faut bien constater qu'ils sont insuffisamment accompagnés dans ce projet-là. C'est-à-dire, excusez-moi de forcer le trait, mais globalement aujourd'hui, dans la formation, il n'y a pas de différenciation entre celui ou celle qui veut faire de la recherche et celui ou celle qui se dit moi je veux uniquement avoir un exercice professionnel pur. C'est absolument pas accompagné. Alors on le fait en faisant du bricolage, c'est-à-dire que vous allez tomber sur un patron qui lui dit ah, ça t'intéresse, ben viens on va essayer de voir des choses ensemble, mais c'est absolument pas structuré. Donc on a une uniformisation totale de la formation et ce qui fait que toutes les potentialités, ceux qui ont par exemple, sans parler de recherche, la question de l'innovation, on a de plus en plus d'étudiants passerelles. Moi j'étais juriste donc j'en fais partie. Il y en a qui est ingénieur et tout, mon Dieu, c'est un truc extraordinaire. Il y en a qui peuvent faire des applications, etc. Mais ce temps-là, cette capacité d'exploiter, au bon sens du terme, ces compétences-là ne sont pas du tout mises à contribution. Et l'uniformisation totale dans la formation, bien, ça crée de la frustration, de l'inefficacité. Et 3, c'est des personnes qui disent finalement, moi, si j'ai envie de faire mon truc, au lieu de rester dans un établissement de santé, je vais fonder une start.
et faire mon truc dans mon coin. Voilà, c'est une situation qu'on voit de plus en plus parce qu'on d'avoir un impact sur son environnement et sur son milieu de travail, ce qui est normal. Ouais, c'est exactement un des enjeux de l'attractivité du futur. Je pense que les aspirations que l'on entend, c'est je veux bien m'engager dans cette direction-là d'une innovation et d'une recherche, prendre des risques, avoir une activité qui ne sera pas exclusivement médicale et soignante pendant quelques années. Ça me va bien, mais je ne veux pas nécessairement en faire toute ma vie. Idem pour l'enseignement. Et à cette aune-là, on peut observer que les carrières PUPH sont peut-être devenues un peu inadaptées par rapport aux aspirations des jeunes générations qui veulent pouvoir faire pendant 5 ans, 3 ans et puis ensuite revenir, puis ensuite faire autre chose. Il faudra sans doute réfléchir à cet aspect-là, car une autoroute jusqu'à la fin de sa carrière en faisant recherche, enseignement, soins et administration, je pense que c'est devenu un peu inadapté. Alors j'ai entendu dire ici qu'on penserait se diriger pour les médecins, avoir un peu de carrière hospitalière, un peu de carrière dans un centre de lutte contre le cancer, si on fait de la cancéro, et puis un peu dans une clinique, et un peu en ville, enfin, etc. Est-ce que franchement, c'est jouable ça? Et d'abord, à vous, est-ce que vous pensez que c'est une solution évidemment intéressante? Ça veut dire aussi des carrières là aussi un peu hachées, parce qu'on ne s'investit nulle part, on a plusieurs postes. Et vous, en tant que manager, est-ce que vous n'avez pas un risque d'avoir des salariés qui viennent picorer un peu partout? Mon seul risque, c'est d'avoir des salariés qui ne sont pas contents de faire ce qu'ils doivent faire. C'est ça dont il faut se prémunir. Et en fait, accompagner leurs souhaits, s'ils sont évidemment en ligne avec les souhaits de l'établissement hospitalier et de l'établissement de recherche, c'est assez naturel. Et on n'a pas beaucoup de mal à en trouver. Il faut simplement s'adapter à une situation qui a toujours été cette situation-là, qui était une situation où les carrières évoluent. On ne fait pas le même métier sur 30 ans ou 40 ans de carrière. Il faut savoir s'y adapter. Ça veut dire, si on est un peu techno, ça veut dire on revoit les statuts. Non, parce que je ne vois pas très bien comment on fait. Enfin, la vérité, elle est là, non? Revoir les statuts, multiplier par 2 le nombre d'entrées en deuxième année de médecine. Ça me paraît un bon début, ouais. Ça a déjà pas mal augmenté. On vient de recevoir le professeur Samuel, président de la conférence des doyens. Ça a augmenté, mais ça a augmenté indiscutablement la fin du numerus clausus, le soi-disant numerus apertus. Mais ce que nous disent aussi les doyens, c'est que leur capacité d'accueil des étudiants est quand même limitée. Les capacités de stage sont limitées. Ils n'ont pas la capacité de faire autant que ce qu'ils aimeraient faire pour plein de très bonnes raisons. Or, aujourd'hui, on sait qu'on a des trous sur le territoire national, c'est une notoriété commune. On sait aussi qu'il y a à peu près 12 000 médecins qui partent en retraite chaque année. On sait que le CN, chaque année, c'est 9 000. Entre 9 000 et 10 000. Oui. Avec environ 10% qui ne travailleront pas dans le secteur de soins, environ une bonne partie qui travailleront à 80%, 12 000, 7 000, 8 000, l'équation n'est pas là. Alors, pour revenir à cette question des exercices multiples, on va dire, effectivement, il ne faut pas voir ça comme du papillonnage, ce qui peut arriver, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est important, je crois, pour une seule raison, c'est que parmi les grandes solutions, en tout cas les grands sujets qui sont évoqués dans l'attractivité, il y a la question du décloisonnement. On l'expliquait, ça revient à tout ce qu'on avait évoqué. Le meilleur moyen de décloisonner au jour où on dit il faut faire du lien entre la ville et l'hôpital, entre l'hôpital et l'hôpital, etc. Et où tout le monde se satisfait énormément de cette capacité qu'on a eu à coopérer pendant la crise. Mais moi je crois qu'un des enseignements, c'est de se dire que ce pseudo-papillonnage qui n'en est pas un, qui est celui d'aller voir ailleurs au moment où on force son projet professionnel, c'est absolument essentiel parce que ça permet de comprendre réellement au lieu de travail ce que sont les différents modes d'exercice et ça évite le cloisonnement. Je veux dire, le premier lien entre la ville et l'hôpital, c'est d'être capable d'avoir un exercice dans les deux. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le fantasme de ce que fait l'autre, on permet de comprendre ce que fait l'autre, on adresse mieux les patients, on est plus satisfait, on arrive à faire les choses de façon pertinente et rapide. Alors ça, c'est dans le monde idéal. Le monde réel, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont détentrices de cette possibilité de décloisonner ont été éduquées dans un monde profondément cloisonné et n'ont strictement pas envie
pas parce que c'est des mauvais bougres, n'ont pas envie, parce que soit l'idée ne leur vient pas en tête, soit parce que profondément, je veux dire, quand on a 40 ou 50 ans de carrière et qu'on a toujours vécu dans un système, je veux dire, moi j'ai 33 ans, ça va très bien, mais enfin à 50 balais, je vais faire comme tout le monde. Je vais forcément, c'est un effort très important quand on est habitué pendant des décennies dans un exercice, que d'arriver à imaginer ce que pourrait en être un autre. Et c'est tout à fait naturel. Gaëtan, ne méprisez pas ceux ou celles qui ont dépassé un certain âge, et notamment 50 ans. Mais au contraire, ça arrive vite. Mais je le vois déjà, je le vois et je le sens. Dites-moi, est-ce que vous qui avez une carrière internationale, vous regardez un peu dans les pays étrangers, européens, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes d'attractivité en Allemagne, en Angleterre? Alors, il y a des problèmes assez similaires. La démographie médicale est un problème très partagé en Europe. C'est d'ailleurs un des enjeux que l'on va avoir également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aspirer les former à l'extérieur. Et c'est la même chose d'ailleurs dans des pays, d'autres pays hors Union européenne. Donc le problème est le même. La sociologie, ensuite de la démographie, est également un phénomène très transversal, qui se voit en Europe, qui se voit aux États-Unis, qui se voit un peu partout. Les gens veulent se former, mais veulent éviter de travailler dans des conditions dans lesquelles on a pu travailler il y a quelques années, dans des circonstances très différentes. Avec beaucoup de migration également, enfin chez nous aussi, enfin on fait venir des médecins d'ailleurs. Oui, de l'Union européenne, formés avec des diplômes qui, s'ils sont francophones, sont aisément obtenus ici, et en vidant tel pays du côté est de l'Europe de leurs médecins. Ouais. Et alors, je me suis également posé sur la qualité du travail. Il n'y a pas que ça, mais vous savez que j'en parle souvent. Si on compare les études médicales et soignantes et les études dans une école de commerce ou ailleurs, même de bon niveau, comparable, les étudiants ont une nécessité une obligation d'aller à l'étranger. C'est Erasmus ou équivalent. Bon, ça, c'est quand même un souffle aussi de respiration. C'est assez curieux que ça ne soit pas plus habituel en France. Je sais pas ce qu'on pense. Je sais, oui, vas-y. Ça l'est en un mot, parce que ça l'est assez bien pendant le second cycle des études médicales, les externes, quoi, de la 2e année à la 6e année. C'est assez fréquent. Moi, je l'ai connu parce qu'ils ont des partenariats importants. En gros, pendant quelques mois, pendant 2-3 mois, surtout en été, il faut le dire, donc c'est un peu entre les deux. Hein. Il faut que ça se structure, parce que c'est aussi souvent un peu les vacances. C'est plus long et plus structuré, c'est organisé. Je suis bien d'accord, mais je veux dire, il y a une ébauche. En tout cas, cette mécanique-là, intellectuelle, j'entends déjà, elle existe chez les externes, chez les plus jeunes. Chez les internes, elle est quasi inexistante. C'est-à-dire que, alors ça arrive, hein, mais c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre. Donc résultat, on a des expériences comme ça, mais c'est pas du tout intégré de façon durable. Donc oui, ce serait quelque chose de souhaitable, mais ça introduit des contraintes très importantes qui sont souhaitables. Mais en tout cas, les enjeux qu'on a aujourd'hui. C'est pas un combat des jeunes médecins, c'est bizarre de l'ISNI. C'est ce que j'allais dire, c'est comme ça que j'allais terminer mon propos. C'est pas que c'est pas un combat, c'est que les années d'études doivent nous apprendre, l'université doit nous apprendre à prioriser notamment. Et l'âge aussi. Et malheureusement, nous, les combats actuels ne sont même pas sur ces questionnements-là. Nous, on est sur des choses extrêmement simples, comme le fait d'avoir une formation correcte. En gros, comme le fait de ne pas se retrouver tout seul en premier semestre dans un service de réanimation avec son chef qui pionce. C'est ce qui m'arrivait, ce qui arrive à peu près à tous mes collègues, etc. C'est pas des histoires de chasse, ça. Ou se retrouver, comme on l'a vu au Kremlin-Bicêtre, dans des conditions épouvantables. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le premier niveau, c'est de se retrouver dans des conditions de travail, on l'a dit au début, hein, il faut partir de choses simples, dans des conditions de travail décentes. Je dis pas Byzance, mais décentes. Et le deuxième niveau, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter ce plus, pour apporter cette profondeur. Aujourd'hui, on en est à mettre des bouts de scotch sur des trous. On n'en est pas du tout dans une question de développement des cursus, il faut le dire. Alors, le professeur, qu'est-ce qu'il répond à tout ça? C'est quand même un petit règlement aimable, mais enfin un petit règlement de compte. Non, mais je partage. On peut pas compenser un travail à la mine par un séjour au Ritz pendant une semaine. Hein. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc la formation à l'étranger, elle a quoi comme but? Elle a comme but de se former à quelque chose qui n'est pas disponible sur place et qu'on va pouvoir importer ou d'établir des collaborations. Donc on est déjà sur une typologie de praticiens ou de jeunes médecins ou de jeunes chercheurs qui va être particulière. C'est ceux qui vont avoir envie de s'engager.
Les autres, pourquoi aller pendant 2 ans dans un pays étranger avec un certain nombre de contraintes sur le plan familial, sur le plan financier, pour ramener... Bon, c'est un projet professionnel sur le long terme. Si vous interrogez les étudiants d'HEC ou de Sciences Po, c'est obligatoire. Hein. Ils ne se posent pas la question. Ils le font entre 23 et 25 ans. Oui, c'est un moment où on est en plein milieu de la préparation de l'internat. Et ça se pose différemment à 30 et à l'accès à l'internat. J'entends. Mais il faudrait que ça soit en 2e, 3e année ou 4e année. Mais enfin, pas au début. Pour aller un peu leur ouvrir l'esprit. Bon, le temps imparti... Non, mais allez-y, terminez. Oui, c'est une bonne idée. On a vu des Erasmus nous rejoindre à l'université, dans les facultés de médecine. Dans votre établissement, par exemple, vous en avez des Erasmus? On a des jeunes médecins, des internes qui viennent pendant 1 mois, 6 mois nous accompagner. C'est pas la majorité, c'est indiscutablement profitable. Ça serait à faire... J'aurais à titre personnel envie de le faire. Je comprends très bien que des jeunes en formation puissent avoir d'autres priorités. Bon, alors... Merci d'être venu. Le Ritz, c'est pas gagné. Mais enfin, l'espoir fait vivre. Merci à vous deux. Merci.